Donc nous allons commencer cette première partie avec l'enfant et ses parents. Alors j'ai intitulé cette première partie « Une rentrée, ça se prépare ». Une rentrée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a en amont des choses qu'on peut préparer. Donc quel lien passerelle faire entre les différents lieux de scolarisation ? Nous allons d'abord nous intéresser au changement d'établissement. Donc les changements d'établissement, c'est de la maternelle vers la crèche, de la maternelle vers l'élémentaire, le CP ou la CLIS, et de l'élémentaire vers le secondaire, à savoir la 6e ou l'ULIS, et puis après au lycée, il peut y avoir aussi une ULIS lycée et la classe de seconde, ou s'il y a un bac pro qui est envisagé, un CAP ou un BEP ou un bac professionnel, donc vers un lycée professionnel. Alors ces passages de classe sont extrêmement importants. L'éducatrice de CESAD en a bien parlé et je tiens à revenir dessus. Voilà. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit l'orthophoniste aussi, les réunions, ça se travaille en amont. On peut très bien, et ça se pratique effectivement, quand l'enfant est en crèche, faire des réunions d'équipe entre la crèche et l'école maternelle, en amont pour préparer l'entrée à l'école maternelle. Ça se fait, ça se pratique, les intervenants s'y rendent. La directrice d'école maternelle peut être même invitée sur l'équipe de suivi à l'école maternelle et la directrice de crèche. Enfin, tout le monde peut se concerter pour vraiment préparer cette primo-inclusion de l'enfant à l'école maternelle. Mais pourquoi ? Pour prévoir tout simplement d'organiser la rentrée, sachant qu'une rentrée, comme on en a parlé précédemment, peut tout à fait être prévue avec souplesse. C'est-à-dire que plutôt que de mettre l'enfant de façon directe, j'allais dire, toute la journée ou toute la matinée, on peut le faire petit à petit. L'éducatrice de CESAD l'a bien formulé, 1h30, 2 heures. Le but étant qu'au bout d'un mois minimum, l'enfant fasse toutes ses matinées complètes à l'école maternelle et plus dès que possible. Voilà, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Alors, il est évident que pour le préparer, comme pour tout changement de lieu, l'idéal, c'est de prévoir des visites de l'école avec l'enfant pour les repères visuels, ça on est bien d'accord, prendre des photos, que l'enfant prenne des repères spatiaux dans la classe, dans la cour de récréation, qu'il puisse aussi avoir le repère des personnes, qu'il puisse identifier la maîtresse de la classe, l'ATSEM, le directeur de l'école. La VSI, si elle n'a pas encore été mise en place, il ne la connaît pas encore, mais il aura déjà des repères au niveau des personnes, les autres enfants aussi de l'école. Et le mieux, quand c'est possible, dans l'idéal, c'est de prévoir des inclusions partielles avant le mois de septembre. C'est-à-dire qu'en amont, en mai, en juin, on peut facilement demander à l'école, au directeur, à l'enseignante qui, peut-être qu'une des enseignantes se portera plutôt volontaire pour accueillir cet enfant différent dans sa classe. Donc voilà, là on est aussi sur une question de motivation. Et dans ce cas, dans l'idéal, l'enfant, on peut lui proposer de venir passer 1 heure dans la classe. Il y aura l'ATSEM qui sera là, on choisira un moment assez calme, puis revenir une deuxième fois pour qu'il commence à vraiment être inclus dans la classe, qu'il commence à y avoir ses repères. Ensuite, je dirais au niveau des parents, parce que ça c'est du côté de l'école, du côté de l'enseignant, mais au niveau des parents, si j'avais un conseil à leur donner, profitez des vacances d'été pour passer devant l'école plusieurs fois, s'y arrêter, verbaliser à l'enfant, lui remontrant le portail, la cour de récréation, tiens c'est là que tu vas aller à l'école l'année prochaine, regarde là-bas, on voit ta classe. On en parle à la maison, et puis dans l'idéal, si on a pu aller à l'école et prendre des photos, là on a un repère visuel pour pouvoir en parler avec l'enfant durant les vacances. Si on a les photos, si on a des photos de la cour de récréation, de la salle de classe, encore mieux, et l'enfant sera quand même beaucoup plus prêt à rentrer à l'école le jour de la rentrée que s'il n'y avait pas eu tout ça en amont. Pour passer de la maternelle vers l'élémentaire, je dirais que c'est un peu la même chose.
Voilà, sauf qu'on peut de façon plus facile le formaliser, puisque bien souvent les grandes sections font des visites à l'école élémentaire avec l'enseignante de la grande section, l'enseignante de CP. Il y a souvent des partages, des échanges qui se font. Donc c'est un petit peu plus facile à formaliser. Et donc là, il y a effectivement souvent des visites, des goûters en commun, des partages de récréation. Donc les enfants ont déjà eu un aperçu de l'école élémentaire dans laquelle ils vont aller, qu'ils aillent en CP ou bien en classe spécialisée, peu importe, mais qu'ils puissent visiter la classe, visiter les lieux. Ça se fait, disons, plus facilement. Pour l'enseignant, je dirais que quand on prépare cette rentrée à l'école élémentaire, il faut prévoir en anticiper, préparer une place pour cet enfant que vous allez accueillir. Alors de la même façon qu'à l'école maternelle, on peut aussi lui proposer de venir passer 1 heure dans la classe, un jour, puis 1 heure et demie ou un temps de récréation, parce que quand même la maternelle, l'espace, la configuration de l'espace des classes n'est pas du tout la même qu'en école élémentaire. On a des ateliers, des coins en maternelle, et puis quand on arrive à l'école élémentaire, quelque part, ça devient plus sérieux, on va dire, et il y a des tables bien rangées d'une certaine façon, les enfants ont une place définie. Et cet enfant en particulier, dans l'idéal, eh bien, ça serait bien en amont, au niveau de la pré-rentrée, hein, de lui préparer sa place, de la prévoir. Alors, à discuter avec l'éducatrice de CESAD s'il y en a une, mais à discuter aussi avec les parents, parce que selon la sensorialité de l'enfant, alors si par exemple il ne supporte pas les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, ou que ça peut le déranger, ben on va éviter de le mettre à côté d'une porte. Voilà. S'il n'aime pas avoir plein de gens qui le regardent derrière son dos, qui ne se sent pas bien, ben on va éviter de le mettre au premier rang, on pourra le mettre un peu plus en arrière. Voilà, donc ça ce sont des choses qui se discutent avec les parents ou avec l'éducatrice ou avec une intervenante qui peut y avoir à la maison. Tout ça, ça se prépare. Alors, je dirais, la même chose se prépare pour le collège. Quand on arrive à la fin de l'élémentaire, il y a, identiquement, des passerelles qui se font. Les classes de CM2 vont visiter le collège. Voilà. Donc ça, c'est quand même une pratique courante qui se fait. Mais maintenant, pour un enfant avec autisme, je dirais qu'une visite, ça ne suffit pas. Là, vraiment, le collège, c'est un monde complètement différent, c'est très grand, il y a beaucoup plus d'élèves, l'emploi du temps va être totalement différent puisqu'il y aura plusieurs professeurs, donc plusieurs classes, plusieurs salles. Ça va être quand même très perturbant. Donc la visite au collège se prépare vraiment en amont, alors que ce soit en 6e, j'allais dire, ou en classe spécialisée, comme en Ulysse. Alors, bon, pour la classe en 6e, dans l'idéal, avec l'équipe du collège, il est possible de rencontrer le directeur adjoint ou le professeur qui sera le professeur référent de l'enfant et puis l'amener sur d'autres temps pour prévoir ces rencontres, ces temps de récréation notamment, qui vont être quand même très perturbants, et une visite du collège, j'allais dire, plus approfondie, individuelle. L'enfant peut très bien aller avec son AVS sur un partenariat, ça s'est fait, je l'ai vu faire, passer un moment au collège pour visiter tous les lieux du collège, y compris le CDI, la cantine, voilà, le self, ce genre de choses peut tout à fait se pratiquer. Alors, en ce qui concerne la classe spécialisée, pour l'Ulysse, là c'est assez facile, j'allais dire, à faire entre un passage par exemple de CLIS à Ulysse. Bon, il y a un seul enseignant, donc il est facile de rencontrer l'enseignant, de lui téléphoner, de prendre rendez-vous, de faire un échange de classe entre CLIS et Ulysse, où l'Ulysse vient à l'école élémentaire et inversement, la CLIS va visiter l'Ulysse au collège, on peut faire des courriers. Je vous avais d'ailleurs amené, pour l'avoir pratiqué, donc un exemple ici que je vous montre, donc un courrier qu'un élève que j'avais dans ma classe a écrit aux autres élèves de la classe d'Ulysse. Bonjour, nous vous invitons à venir dans notre classe, à visiter la CLIS de l'école pour passer un après-midi ensemble.
Donc ça a été une première initiative, et une initiative qui s'est faite à la demande des élèves. Puisque un tel dans la classe va aller au collège l'année prochaine, pourquoi on n'irait pas la visiter tous ensemble? Pourquoi on ne les inviterait pas? Et puis ça s'est fait tout naturellement. Ensuite, en ce qui concerne maintenant les passages de classe, donc les passages de classe sont les passages à l'intérieur d'une même école, qu'on soit en maternelle, en élémentaire ou même en collège. Donc, passage de la petite section à la moyenne section, à la grande section. Bon, tout ça peut parfaitement se décliner entre enseignants, entre collègues, au sein de l'équipe pédagogique. Comme le disait si bien le directeur d'école, c'est un projet d'équipe, cette inclusion. Et donc là, il est assez facile entre collègues de prévoir l'enfant qui ira en moyenne section, à ce qu'il passe des petits moments dans la classe de moyenne section pour y avoir déjà des repères visuels et préparer, somme toute, une rentrée qui se passera en douceur. De même, en école élémentaire, l'enfant est au CP, on sait qu'il va aller au CE1. Il est aussi facile de prévoir dès le mois de juin des moments d'inclusion dans la classe de CE1, ne serait-ce que pour que l'enfant rencontre l'enseignant de CE1 qu'il aura l'année prochaine. Et puis aussi le lieu, la classe, qu'il puisse dire peut-être à quelle place il aimerait s'asseoir et ce genre de choses. Alors pour toutes ces pistes, je vous propose de voir des documents d'accompagnement. Donc Scolariser les élèves autistes, qui est un document écrit pour l'INSHEA et qui est édité au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un document dont on parle souvent. L'éducatrice de CESAD propose souvent ce document aux enseignants. Elle était un peu étonnée parce que parfois les enseignants ne le connaissent pas. Donc il est gratuit ce document à télécharger sur le site du ministère de l'Éducation nationale et fournit vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être utiles pour la scolarisation de l'enfant. Ensuite, nous avons un excellent document qui est un livret de suivi de l'élève présentant un trouble autistique, avec surtout une grille des aménagements pédagogiques qui peuvent être mis en place. Alors, je lirai juste l'introduction de ce document, qui est très pertinente. Le partenariat avec la famille est indispensable pour accueillir et scolariser un élève avec autisme. Cahier de liaison, rencontres régulières, etc., etc. Et vous avez ici un livret d'accompagnement TSA, donc au collège. Alors, protocole d'accompagnement aussi, qui est exactement défini tout ce qu'on peut faire pour que l'accueil se passe du mieux possible avant la rentrée, à la rentrée et ensuite tout au long de la scolarité. Voilà, alors ces documents, vous les retrouverez pour les consulter, voilà, sur le site de l'Académie de Lyon. Et sur ce lien, vous aurez aussi d'autres documents. Mais en tout cas, ces trois-là sont vraiment à connaître et à consulter. Alors, une année scolaire, ça se prépare, mais aussi ça s'organise. Quels sont les liens passerelles qu'on peut faire entre l'école et la maison tout au cours de l'année ? Alors, je reviendrai en premier sur le cahier de suivi, de liaison, cahier journal. On peut l'appeler de façon différente. Voilà, dans le document que je viens de citer, on a bien dit un cahier de suivi doit être mis en place. Vous avez vu lors de l'interview de l'orthophoniste qu'elle avait un petit avec qui elle travaillait et qui avait vraiment un souci pendant 3 jours parce qu'il répétait tout le temps le même mot que personne ne comprenait. Et en fait, il s'agissait tout simplement d'un spectacle qu'il était allé voir et personne ne savait qu'il était allé voir ce spectacle, hormis lui et puis la maîtresse et les autres enfants de sa classe. Alors, ce qui se passe, c'est que si on met en place un cahier de suivi journalier, effectivement, ce genre de situation ne peut pas arriver. Alors, quels sont les objectifs du cahier de liaison ou du cahier journal? C'est tout simple. L'objectif, c'est de faire un lien de communication entre l'école et la maison, entre l'enfant et ses parents et entre l'enfant et l'école. Alors, ce cahier, ça peut être aussi dans le cadre
des classes qui sont plus du CE2, CM1, CM2, un outil au service de l'expression, de l'écriture. C'est quelque chose qui peut se décliner où l'enfant va pouvoir lui-même écrire sa journée. Et on peut en profiter aussi pour demander à l'enfant et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, est-ce que ça t'a plu ta journée. On peut lui poser plein de questions qui peuvent être notées sur ce cahier. Alors son utilisation, comme je l'ai dit, cahier de suivi, cahier de journal, c'est journalier. Ça veut dire que ce cahier est quotidien, il peut être complété tous les jours en classe, soit par l'enseignante, soit par la VSI, soit par l'enfant s'il est plus grand et qu'il en est capable. L'élève y écrit ce qu'il a fait. Alors ça peut être, on peut décliner tout simplement les faits, lecture, ou mathématiques, sport, voilà. Et puis, si l'enfant n'est pas en mesure de le verbaliser, eh bien, on peut aussi avoir des pictos qu'on va coller tout simplement avec le déroulé de la journée. Et bon, pour l'enfant qui ne sait pas écrire, eh bien, on pourra l'aider à écrire. Bon, peu importe, toutes les formulations peuvent se faire. L'intérêt qui réside dans ce cahier de suivi ou cahier journal, c'est que tous les soirs, lorsque l'enfant va rentrer chez lui, le parent saura ce que l'enfant a fait dans sa journée d'école. Alors, pour un enfant ordinaire, le parent récupère son enfant le soir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et puis, l'enfant, il va être en mesure de se rappeler, de dire tiens, aujourd'hui j'ai fait telle leçon en lecture, on a parlé de ça en classe, j'ai joué avec tel copain en cours de récréation. Mais l'enfant avec autisme, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de pouvoir redire à la maison ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, c'est pas, somme toute, quelque chose de très difficile à dire à faire, et je vais vous montrer des exemples d'ailleurs juste après. Mais surtout, ce cahier permet de rendre à la maison ce qui s'est passé toute la journée à l'école. En plus, l'enseignant ou la VS peut très bien y noter un petit mot sur comment s'est passée la journée. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui se sont passées ou pas du tout, et l'enseignant peut tout à fait l'écrire. Par ailleurs, le gros avantage aussi, c'est que ce n'est pas que dans un sens. C'est-à-dire que dans l'idéal, le parent, le week-end, il a ce fameux cahier de liaison. Et puis, il peut lui aussi noter, samedi, on a fait telle activité, il a bien apprécié. Voilà. Le parent peut aussi retransmettre, avec l'enfant, il peut le travailler avec l'enfant, retransmettre ce qu'il a fait le week-end et le lundi matin. Il y a quand même beaucoup de classes où le lundi matin, en maternelle, en CLIS ou même en CP, on fait le quad neuf, ce genre de choses, ce moment de regroupement où on discute, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Si l'enfant avec autisme n'est pas capable de le restituer, mais l'enseignant a le cahier journal pour savoir ce qu'il a fait et puis pourra le questionner à ce moment-là. Donc ce cahier de liaison, ce cahier journal, il n'est vraiment pas très difficile à mettre en place. Et là, je voudrais vous montrer quelques exemples. En route pour les exemples. Alors ici, vous avez une photo avec un enfant en train d'écrire tout seul son cahier journal. Il est très appliqué. Alors, quand ils sont jeunes, on peut le faire le matin. On prend 5-10 minutes pour raconter la matinée. Et puis, on prend aussi 5-10 minutes en après-midi pour raconter l'après-midi. Quand ils sont plus âgés, ils seront peut-être en mesure de restituer leur journée entière. Mais au départ, ce n'est pas forcément possible. Pour un enfant très jeune, on peut tout simplement, au fur et à mesure des activités, coller le picto de l'activité sur le cahier à côté. On peut y mettre alors plein d'autres choses dans ce cahier. Ici, il s'agit de l'arbre de mes impressions, voilà, comment je me sens dans l'école, dans ce trimestre. Donc là, il y avait un petit bonhomme à entourer. Ensuite, ici, on avait un bilan de fin juin. Qu'est-ce que j'ai aimé cette année? Voilà, je raconte ma vie à l'école. Alors j'ai aimé voilà, le poney, la piscine. J'ai pas aimé aussi, parce qu'on a le droit de pas aimer des choses. Voilà, et tout ça, ça peut faire partie du cahier journal. Alors,
j'ai ramené aussi ici, parce qu'il manque une photo, mais vous la verrez sur le PowerPoint, donc une autre sorte de page écrite par un enfant, avec la vie ici à l'adulte. Et puis, un cahier ici, qui est le cahier d'une enseignante de maternelle sur une primo-inclusion d'un jeune enfant autiste de 3 ans, donc qui a fait sa rentrée à l'école maternelle. Comme on l'a dit, au début, il y allait tous les matins à l'école, et puis maintenant, il y va en plus une après-midi, et dès l'année prochaine, on envisage déjà 2 après-midi. Alors, cette enseignante avait fait de son propre chef, alors qu'elle n'avait jamais eu d'enfant avec autisme dans sa classe, elle avait de son propre chef fait un cahier journalier où elle inscrivait dedans, écoutez, vous allez le voir de façon succincte à la caméra, et puis je vais vous le décrire un peu. Donc voilà, on voit les pages, donc tous les jours. Donc elle décrivait l'activité 1 de la matinée, donc on est en petite section maternelle, voilà la description, la consigne qui a été demandée. Si l'activité avait été faite avec le support de la classe ou avec un support adapté, une petite croix à mettre. Si l'enfant avait travaillé avec son AVS, l'ATSEM ou la maîtresse. Si l'enfant avait travaillé ensuite tout le temps prévu, ou moins que le temps prévu, le comportement et les réactions lors de cette activité. Ensuite, son observation sur le temps de regroupement, avec plusieurs items, il y avait juste une petite croix à mettre, donc ce n'était pas très long. Une observation sur le temps de récréation, très important, nous allons en parler tout à l'heure, mais bon, il est bien aussi de noter tous les jours comment s'est passée la récréation. Puis elle déclinait l'activité 2 de la même façon. Puis enfin, un temps de motricité, donc l'activité 3 et les observations de la journée de classe. Voilà. Donc, ce cahier, donc cette enseignante, elle l'a mis en place tout simplement dès le début de l'année. La maman a pu suivre ça tout au long de l'année, l'AVS aussi. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'enfant a très bien évolué. Il y a eu un réel partenariat entre l'enfant, la famille et l'enseignante et l'AVS. Et c'est vraiment une scolarisation, j'allais dire, presque modèle. Et qu'est-ce qu'on a noté à la fin d'année? L'enfant va très bien. Il adore aller à l'école, il a énormément appris, il a beaucoup progressé à tous les niveaux. Alors sur cette partie, nous allons aussi parler d'autres types de liens passerelles qui peuvent être faits entre l'école et la maison. Alors pour aller plus loin, disons que ce cahier journal ou ce cahier de liaison, qui est quand même de l'écrit, on a tous besoin de visuels parce que ça nous parle plus. Et bon, là, à titre personnel, donc j'interviens en tant qu'enseignante spécialisée, je faisais régulièrement des photos de mes élèves en classe, des activités. Pourquoi? Parce que les photos me servaient, moi, à mon niveau pédagogique, à faire travailler les enfants sur des supports visuels où ils étaient dans l'activité. Et puis un jour, je me suis dit, c'était dommage de garder ces photos rien que pour nous dans la classe. Et à ce moment-là, donc, on avait tout simplement créé une boîte mail de la classe, clis, arrobase. Et puis, j'ai mis en ligne des albums photos, privés, j'entends bien, voilà, qu'on a envoyés aux parents d'élèves directement sur leur boîte mail. Et du coup, ils ont pu rentrer dans l'école, rentrer dans la classe, partager ces moments de vie de classe pour eux déjà, et puis avec leur enfant à la maison. Donc ces albums photos, voilà. Alors je vais vous montrer des exemples justement. Là, il s'agit d'un élève en classe en train d'écrire au tableau. Là, la photo parle d'elle-même, il est en train de lire des mots. En train d'écrire, puis ici, là on le voit en classe d'inclusion scolaire, il est en classe de mathématiques et il feuillette son cahier de mathématiques. Alors ces albums photos, honnêtement, c'est pas très difficile à mettre en place, on fait souvent des photos et ça permet vraiment aux parents de visualiser ce qui se passe à l'école, de le retravailler ensuite à la maison. Et j'allais dire, pour aller plus loin, voilà,
Quand je faisais toutes ces photos, les parents, souvent, finalement, les montraient après à leur enfant. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Il s'agissait d'un enfant avec autisme non-verbal qui ne parlait pas. Et puis qui, petit à petit, en classe, s'est mis à dire des mots-phrases. Voilà, donc on le comprenait par petits mots par-ci, par-là. Et puis, les parents ont eu la bonne idée de mettre ces albums photos sur une clé USB et sur un cadre photo numérique. Puis bon, ça défilait, ça défilait. Alors l'enfant voyait comme il voyait la télé, peut-être il s'y intéressait pas plus que ça. Puis un jour, il s'est arrêté parce qu'il y avait une activité qui lui avait plu, qui passait sur la photo. Et là, il a interpellé sa mère et lui a dit « Regarde, regarde ». Et là, du coup, l'école était arrivée à la maison. Et l'enfant avait raconté, grâce à la photo, par cette médiation finalement de la photo, sa première journée d'école. C'est la première fois qu'il ramenait quelque chose à la maison de l'école. Et du coup, c'est une première interaction aussi qui s'est faite entre la maman et son enfant grâce à ce support. Alors, ça peut être plein de supports. J'ai aussi, je vous ai ramené pour vous montrer, donc bon, en CLIS, on a peut-être un peu moins d'élèves, donc voilà, j'avais fait aussi les sorties en photo que j'avais mises sur un DVD pour donner aux parents, évidemment avec l'accord de tous les parents pour le droit à l'image, hein, j'entends bien, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement en début d'année. Là, je ramenais, alors là, on est sur un plus gros projet puisqu'il s'agit ici d'un voyage, donc un voyage scolaire avec une réelle inclusion, puisqu'il s'agissait d'un voyage avec 2 classes de CP et des élèves de CLIS, donc avec nuitée, on est bien d'accord. Et là, toutes les photos regroupées entre les différentes enseignantes, les AVS qui avaient participé au projet, on a fait un bel album photo et qu'on a partagé à tous les enfants qui sont venus lors de ce voyage. Donc les enfants de CP comme les enfants de CLIS. Et vraiment le retour après qu'on a des familles, et ce retour est formidable. Mais en plus, il y a le retour de l'enfant. Parce que l'enfant, d'un seul coup, eh bien, il a pu faire un lien entre l'école et la maison. Alors pour continuer sur les réunions, sur les relations entre l'enfant et ses parents, j'aimerais parler des réunions avec les parents. Alors on a décliné tout à l'heure les équipes de suivi de la scolarisation. Et là, j'aimerais un petit peu aller plus loin au niveau des réunions qu'on peut faire avec les parents. Alors on peut faire des réunions informelles. Vous avez tous, on a tous, que ce soit en tant que parents ou en tant qu'enseignants, des moments informels où on rencontre les parents au portail le matin, le midi, quand ils viennent chercher leurs enfants, un petit mot, comment ça s'est passé. Le parent peut dire si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été à la maison, ou s'il a été malade, ou si tout va bien, tout simplement, un petit bonjour. Il y a ce premier lien où on prend l'enfant par la main, il rentre dans l'école, surtout lorsqu'il est petit, où le parent vient l'amener directement dans la classe, souvent lorsqu'on est en petite section. Voilà, il y a ce premier lien qui se fait sur ces réunions informelles. Ensuite, on a les réunions beaucoup plus formelles, c'est-à-dire on a posé une date, un rendez-vous, il y a un échange qui doit avoir lieu. Alors, un coup de téléphone, oui, j'ai mis ce petit bonhomme hein, qui fait allô et qui est dessiné par un élève que j'avais en classe, hein, un élève autiste. Et ces réunions, pourquoi faire? Pour faire le point, tout simplement. Alors, comme l'a bien décliné l'inspecteur de l'Éducation nationale, que nous avons vu tout à l'heure en interview, on peut faire le point surtout sur d'abord ce que les parents attendent de l'école, un point sur les apprentissages, un point sur l'évolution de l'enfant, sur les supports, parce que là, il y a quand même toute une partie à travailler au niveau des supports qu'il faudra souvent adapter pour l'enfant, parce qu'il ne pourra pas suivre la même lecture, par exemple, qu'un autre. Il faudra peut-être agrandir la photocopie, prévoir des scratchs. L'éducatrice de CESAD, l'orthophoniste aussi en ont parlé et peuvent aider aussi à mettre en place ces supports. Et puis, vous avez aussi un petit lien sur Canal Autisme dans les écrits sur l'adaptation des supports, si vous avez besoin de pistes.
Sur les évaluations aussi, parce que voilà, il faut faire le point avec les parents sur les évaluations. C'est un moment pas forcément facile pour l'enfant. Si on parle d'une évaluation de type CE1, comme on l'a fait, les évaluations nationales, où c'est chronométré 1 minute 30 et pas plus. Bon, il faut quand même savoir que l'enfant qui est en situation de handicap a toujours un tiers-temps. L'AVS peut être là pour l'aider à reformuler la question. Bon, tout ça, c'est un travail qui peut aussi se faire en amont sur des réunions avec les parents. Et puis, sur ces relations avec les pairs. Parce que ça, les récréations, par exemple, peuvent être difficiles, où un enfant peut toujours avoir parlé du même petit copain, et puis le parent, ne sait pas qui c'est. Donc voilà, il s'agit de faire le lien de tous ces points de vie, finalement, de l'école avec les parents. Alors ces réunions peuvent tout à fait se décliner, comme l'a dit monsieur l'inspecteur, sur des temps qui sont prévus par l'Éducation nationale. Il ne s'agit pas de se voir non plus tout le temps, mais de se voir, je dirais, 1 fois par période. C'est quand même un minima. À titre personnel, je recevais les parents 1 fois par mois et toujours en présence de l'AVS. Parce que là, il est important de pouvoir communiquer avec l'AVS et les parents, et puis, si besoin est aussi, avec l'enfant. L'enfant peut très bien être là, on peut très bien discuter avec lui, où il peut entendre, ou si c'est un moment sur un temps de midi, il peut être avec un livre. Si l'enfant n'est pas à la maison à ce moment-là, le parent peut le garder et puis aller dans le coin bibliothèque ou jouer, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, il y a des réunions formelles, je dirais, pour préparer les ESS. Non pas pour les ESS en elles-mêmes, mais une ESS, une équipe de suivi de la scolarisation, ça peut se préparer. Il n'est pas question d'arriver dans une équipe de suivi de la scolarisation en disant aux parents, voilà, j'ai décidé que l'année prochaine, votre enfant, il ne pourra pas aller au CE1, il ira en CLIS. Ou j'ai décidé qu'il redoublerait, peu importe la décision. Il n'est pas question de prendre les parents comme ça, d'un seul coup, le jour de la réunion, pof, on lâche quelque chose qui est inacceptable. Dans l'ensemble, un projet, ça se prépare, c'est un projet. Donc l'orientation à prévoir, c'est quelque chose qui peut être en amont, discuter et travailler avec les parents. Il faut voir leurs souhaits, leurs attentes, discuter aussi avec l'AVS et l'enseignant et échanger pour quelque chose, pour réussir finalement cette équipe de suivi de la scolarisation. Pour rebondir sur ces réunions, j'aimerais quand même citer un document, donc je vous le montre ici, qui est l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire, qui est un document édité par le ministère de l'Éducation nationale. Et je vous lirai un extrait pour rebondir sur ce que je viens de dire à l'instant. La préoccupation commune des parents et des personnels de l'Éducation nationale est l'intérêt de l'enfant. Le rôle des parents dans la scolarité de leur enfant est indispensable pour contribuer à sa réussite scolaire. La coéducation, c'est-à-dire la collaboration étroite entre l'école et la famille dans l'éducation des enfants est gage de leur épanouissement et de leur réussite scolaire. Alors après, on cite un article du Code de l'éducation. Et en effet, de bonnes relations entre l'école et les parents constituent un enjeu important pour l'éducation nationale. Que l'exercice parental soit exercé conjointement par un seul ou les 2 parents et d'un droit de surveillance. D'une manière générale, donc pour conclure, les établissements scolaires doivent entretenir avec les 2 parents, quelle que soit leur situation familiale, des relations de même nature et leur faire parvenir les mêmes documents. Alors, ce document est vraiment à lire dans son intégralité. Il propose vraiment beaucoup de ressources et puis beaucoup d'indications en prenant tous les codes de la famille, comme je vous ai dit. Et voilà, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, que ce soit les parents ou les enseignants ou les AVS, mais sachez que dans l'éducation nationale, ce qu'on demande, c'est bien qu'il y ait un partenariat entre les parents et les enseignants et que ce partenariat était gage de l'épanouissement de l'enfant à l'école et de la réussite de sa scolarisation. Alors je terminerai sur cette partie
En rappelant les paroles de l'inspecteur de l'Éducation nationale que vous avez vu en interview tout à l'heure, il avait dit très exactement « rencontrer chaque parent pour un vrai dialogue ». Le pédopsychiatre avait, lui, dit « l'important, c'est que les gens se connaissent et se rencontrent ». Et finalement, on a bien vu que toutes ces personnes que j'ai interviewées, quelles qu'elles soient, de l'éducation nationale ou du domaine du sanitaire ou du libéral, ont bien tout dit, se sont toutes accordées finalement sans se voir et sans se rencontrer, pour dire l'importance majeure de ces rencontres avec les parents. Et en conclusion, j'aimerais citer un document de l'inspection académique de Grenoble, que vous retrouverez aussi sur le lien que je venais de donner juste avant, et qui parle de la place des parents. La scolarisation d'un enfant atteint d'autisme requiert de la part de l'enseignant d'accepter l'aide des parents. Ils vivent avec cet enfant différent depuis sa naissance et ont sans doute, peut-être même sans en avoir vraiment conscience, mis un tas de trucs pour communiquer avec lui et le gérer. N'hésitez pas à leur demander par exemple comment il le calme quand il est agité, ce qui déclenche des angoisses. Il est important de les solliciter pour connaître l'enfant, ce qui lui plaît le plus, ce qui lui déplaît le plus, ce qui l'aide à se calmer, à se consoler, avec quoi il s'occupe à la maison. De plus, l'enseignant doit rechercher à se montrer bienveillant et ferme. Ne pas tout laisser faire à l'enfant sous prétexte qu'il est handicapé, sinon on ne l'aide pas à progresser. La nécessité de mettre en place un outil de liaison événementiel entre école et famille dans lequel apparaissent les difficultés ou aussi où sont soulignées les réussites.